Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce 9e podcast Les ailes du Québec. Aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est « Wow les moteurs avec Bombardier ». Parce que oui, il faut se calmer un peu. Là. Je lis toutes sortes de choses étranges et je veux ramener les pendules à l'heure. Mais avant de procéder avec le sujet du jour, je vous rappelle que si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant ici en bas. Si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime parce que ça, c'est bon, ça nous aide dans le référencement YouTube. Dans le fond, je ne vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement sur le j'aime. Et allons-y avec le sujet du jour qui est wow, les moteurs avec Bombardier parce que depuis le lancement du G400 par Gulfstream puis du G800, là, je reçois plein de commentaires où j'entends souvent dire « Ah, ben là, il faut que Bombardier absolument développe un nouveau modèle d'avion parce qu'ils sont en train de prendre du retard, ils ne pourront pas rattraper, ils vont tomber en arrière, à patati, à patata, puis nous, c'est pas... il faut un nouvel avion, il faut un nouvel avion, il faut un nouvel... Calmons-nous, s'il vous plaît. Bombardier n'est pas dans une situation critique, loin de là. Alors, pour étoffer mon sujet, la première chose que je vous suggère de faire, c'est d'aller regarder le 8e épisode, donc celui de la semaine passée, qui traite du Challenger 650, du Mirage, pardon, du Falcon 2000 et du G400, parce que dans cet épisode-là, j'explique la situation de ce marché-là, le positionnement du G400, puis finalement, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence à se lancer dans ce marché-là. Du moins, c'est une théorie que j'ai pour ça. Mais pour le savoir, il faut aller voir cet épisode-là de la semaine passée. Vous mettez celui-ci, suppose, vous allez voir l'autre et vous revenez ici après. OK. Maintenant, on va regarder un petit peu la répartition des revenus de Bombardier. Cette année, Bombardier devrait finir l'année, prévision officielle, on est à 5,8 milliards, 5,9 milliards de dollars de prévision officielle. La mienne, je l'avais établie à 5,950 millions, 5 milliards 950 millions que j'avais établi en début d'année. Je suis proche de cette prévision-là, je la maintiens, je pense que ça va finir comme ça. Maintenant, quand on regarde dans ce 5,9 milliards de dollars-là, d'où proviennent les revenus? Bien, cette année, en 2021, il y a 49% des revenus de Bombardier qui proviennent de les ventes ou les livraisons de Global 7500. Donc, c'est 2 milliards 950 millions de ventes pour le Global 7500. Comment j'ai calculé ça? Ben, c'est simple, j'ai pris le nombre de livraisons prévues, multiplié par 75 millions qui est le prix catalogue. J'ai enlevé 18% d'escompte moyen parce qu'on est en début de programme encore avec le Global. Donc, on avait consenti d'importants escomptes, mais ces escomptes-là vont être moins importants maintenant dans les appareils à livrer dans les prochaines années. Donc, déjà, rien qu'avec le Global 7500, on a 49% des revenus de Bombardier. Si on va avec la deuxième partie de la famille Global, donc 5500, 6500, on est à 18% de revenus qui proviennent, 18% de tous les revenus de Bombardier qui proviennent de cette famille d'avions-là. Donc, on est à 1,1 milliard de dollars si ma mémoire est bonne. Ensuite de ça, vous avez 17% des revenus de Bombardier qui proviennent du service après-vente. Donc, les centres de soutien, tout ce qui s'est ouvert dernièrement, les contrats
d'entretien mensuel, des choses du genre. Alors là, si vous faites un chiffron rapide, vous arrivez à 84% de tous les revenus de Bombardier qui dépendent soit de la famille Global, soit du service après-vente. Et bien que le service après-vente ne représente que 17% des revenus, c'est probablement 25-30% des profits qui proviennent de ce secteur-là, puisque la marge bénéficiaire est beaucoup plus élevée là que sur les avions neufs, surtout sur le Global 7500, parce qu'on était dans la courbe d'apprentissage avec le Global 7500. Les autres revenus, ben, il y a 9% qui proviennent de la famille Challenger 3500. On parle de 35 à 40 livraisons cette année. 6% pour le Challenger 650, donc on parle de 12-15 livraisons cette année. Puis évidemment, 1% pour le Learjet. Bon, on sait que cette année, le Learjet, c'est la dernière année qui s'en livre. Mais vous voyez rapidement pourquoi Bombardier a pris la décision de ne pas garder la gamme Learjet, c'est-à-dire qu'avec 1% des ventes, probablement déficitaire parce qu'avec des cadences très faibles, souvent c'est difficile de garder, de générer des revenus ou une marge bénéficiaire. Donc, ça explique entre autres pourquoi Bombardier a choisi de ne pas maintenir dans ce produit-là. D'autant plus que dans les avions, les fuselages G3, donc dans les avions d'entrée de gamme, il y a une guerre de prix. Il n'y a pas de grosse marge bénéficiaire à faire dans ce secteur-là. Donc, vous faites 200 millions de ventes, mais 1 million de profits, 1 ou 2 millions de profits, c'est pas vraiment intéressant. Maintenant, si on reprend la deuxième graphique que j'ai à vous montrer, ben là, on constate que Bombardier a prévu d'atteindre 7,5 milliards de revenus en 2025. Et en passant, les gens qui sont à l'audio seulement, j'ai mis les liens, vous allez pouvoir regarder les graphiques, les télécharger et les regarder si vous êtes avec les podcasts. Donc, dans ce cas-ci, OK, 2025, ben évidemment, comme les revenus du service après-vente vont doubler, donc vont passer de 1 à 2 milliards de dollars, ben la proportion augmente aussi, donc c'est 27% des revenus du service de Bombardier qui vont provenir du service après-vente en 2025, probablement 50% des profits à ce moment-là. Le Global, si on maintient le même nombre de livraisons pour le Global, en fait, j'ai pris le même nombre de livraisons de 2021 et je les ai transposées en 2021. La seule chose que j'ai changée, ce sont les escomptes. J'ai réduit les escomptes. On est en période de pénurie, une période de forte demande. Global 7500, maintenant l'avion est en service. 5500, 6500 aussi. Donc, pour pousser, pour avoir des ventes, c'est plus nécessaire pour lancer le programme, c'est plus nécessaire de donner des bons escomptes. Donc, j'ai réduit les escomptes. Il va y en avoir, il y en a toujours, mais c'est des escomptes beaucoup plus raisonnables. Je m'attends à des escomptes de l'ordre de 10% pour les avions livrés en 2025. Donc, 43% des revenus vont provenir du 5500. Ensuite de ça, 18% vont provenir du Global 5500 et 6500. Et là, on fait encore la même gymnastique. Écoutez, 88% des revenus vont provenir de ces trois groupes-là. Seulement 8% du Challenger 3500 à ce moment-là et 4% pour le Challenger 650. Ça veut dire que les ventes de Challenger 659, même si on maintient le même nombre de livraisons d'ici 2025, ben ça va représenter juste 4% des revenus, puis probablement moins que d'1% des profits de vente d'avions neufs. C'est sûr que toute proportion gardée, Challenger 650, 605 et 604, c'est des avions sur lesquels il y a beaucoup de contrats de services d'entretien mensuels, donc ça génère des bons revenus d'après-vente, mais pas à la livraison. Donc, si on arrête la production du Challenger la semaine prochaine chez Bombardier, ça n'affecte pas sérieusement ses finances, au contraire. Ça ne nuirait pas parce qu'avec des petits volumes comme ça, la seule chose qui aide le Challenger 650, c'est que c'est un avion
dont les frais de recherche et développement sont amortis depuis longtemps. Donc, c'est un avion qui a une bonne marge bénéficiaire. Maintenant, on parle de développer des nouveaux avions, l'importance de se maintenir à jour et l'importance d'avoir des nouveaux produits sur le marché pour être capable de faire face à la concurrence. Bien là, je vous rappelle que la première livraison de Global 7500, c'est survenu en décembre 2018. On pourrait dire 2019. Même chose pour le 5500, puis 2020 pour le 6500. Ce sont des produits récents qui ont tous été remotorisés, oui, dernièrement. Donc, c'est le moteur Pearl pour le 5500 et le 6500. C'est le moteur Passport pour le Global 7500. Tous des moteurs qui ont été certifiés eux aussi, la première certification, donc pas la certification des dérivations, mais la première certification de la gamme ou de la série remonte donc à il y a quelques années. Des produits récents, finition intérieure complètement refaite et repensée, dont le siège, l'audio, les vidéos, tout ce qui est, tout ce qui est service ou client ou tout ce qui est accessoire pour le client, ça a tout été renouvelé. Suite avionique aussi renouvelée. Donc, on est quelque chose de très frais, de très compétitif comme produit chez Bombardier avec ces trois avions-là, avec 5500 à 7500 milles nautiques de distance franchissable, des coûts d'opération intéressants. Donc, il y a un avion fiable. C'est l'important aussi, c'est un avion fiable. Donc, c'est une gamme de produits neufs. Que Gulfstream arrive avec le G800 maintenant, bravo, félicitations Gulfstream. Mais entre vous et moi, le fait de mettre un nouveau moteur sur le Gulfstream 800, en fait, nouveau moteur qui a été développé puis certifié puis qui est à peu près qui est de la même génération que ceux du Global. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur pour cet avion-là, pour le G800. En tout cas, moi, je la vois mal. Donc, cette gamme d'avions-là qui génère à elle seule 71%. Pardon, là, je suis dans le tableau de 2025. Je vais revenir au tableau de 2021. Merci, André. Donc, cet avion-là qui génère 67% des revenus de Bombardier, elle est neuve, elle est solide. Donc, c'est une perspective, c'est des prévisions de vente à moyen terme qui sont fiables et stables. OK? Bon, Challenger 3500, on est à 9% des revenus. Bien, Challenger 3500 vient d'être revampé et on vient de refaire la cabine, donc de prendre la cabine du Global, la mettre dans le 3500. On a amélioré un peu l'avionique et l'intérieur aussi de l'avion. Donc cet avion-là, il est encore compétitif avec tous ceux qui se font sur le marché parce que de toute façon, il n'y a aucun motoriste qui n'a développé de nouveaux moteurs et tous les avions de cette catégorie-là en ce moment sont sur le même moteur de la même génération, le HTF 700, oui, soit les 1310, 7000 dans la famille 7000, pardon, dans le cas des avions intermédiaires, donc des avions d'affaires de taille intermédiaire. Ils sont tous sur le même moteur, de la même génération, donc ils sont tous compétitifs. Il n'y a aucune urgence à relancer un nouveau modèle, à moins qu'un compétiteur arrive avec une technologie de rupture dans les 2-3 prochaines années, ce qui ne semble être pas le cas en ce moment. On n'a aucun écho de ça. Challenger, ben là, écoutez, Challenger 650, si vous voulez savoir pourquoi moi je ne crois pas que c'est nécessaire de relancer cet avion-là, ben, je vous le répète encore, 8e épisode, celui de la semaine passée, j'ai regardé le marché, la tendance de ce marché-là des 20 dernières années. Vous allez voir que dans le fond, il n'y a pas urgence à développer ça et la priorité devait être sur le 3500, c'est ce qui a été fait. Enfin, il reste les revenus du service après-vente. Les revenus du service après-vente sont à 17% des revenus en ce moment de Bombardier, mais c'est quasiment le tiers des profits, puis ça va devenir la moitié des profits dans 5 ans, parce que c'est l'autre secteur qu'on développe en ce moment, c'est l'autre secteur sur lequel on pousse. Bombardier a été
très agressive dans le développement de ça. L'entente avec le groupe de signature Flight Support, donc le groupe de FBO signature, c'est une entente majeure parce qu'il ouvre la porte à Bombardier à aller s'installer jusqu'à dans 200 FBO sur la planète. Donc, de multiplier à l'infini les centres de service. Puis ce qui est de merveilleux, c'est que tu t'installes dans les bâtiments de chez Signature. Donc, tu n'as pas d'investissement immobilier, donc tu n'as pas de grosses sommes. Tout ce que tu as à faire, c'est former du monde, acheter des véhicules. Et encore là, tu ne les achètes pas, tu les prends en crédit bail, puis mettre de l'équipement d'entretien, puis après ça, tu envoies des pièces dans ces centres-là. Et c'est parti, tu fais de l'argent. Ça prend quelques mois à rentabiliser ce genre de choses-là avec des investissements minimes. Donc, tous les secteurs importants pour Bombardier sont en croissance, viennent de subir un nouvel investissement. Ils sont compétitifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, dans le cas du Challenger ou d'un nouvel avion, d'un nouveau Challenger 650, du Challenger 4500, comme certains l'ont mentionné, je vais vous poser une question. Quel moteur allez-vous prendre? GE n'a aucune solution de remplacement au CF-34. Il n'y a aucune nouvelle génération en développement. Il n'y a rien, c'est mort. GE, en fait, son orientation de développement en ce moment, c'est plus dans les moteurs de 9000 livres ou de moins de 10 000 livres de poussée. GE, sa nouvelle orientation, c'est avec Safran, c'est l'Open Rotor Concept. C'est ça l'avenir de GE. Et c'est là-dessus qu'ils vont travailler, qu'ils vont mettre la majeure partie de leurs efforts dans les prochaines années. Donc, il n'y a rien en ce moment de nouveau qui s'en vient pour l'aviation d'affaires dans cette catégorie-là. Et en fait, depuis le début de 2020, depuis la ronde de certification là, des moteurs que je vous ai nommés tantôt, il n'y a pas grand-chose dans les moteurs là, de 8, 9 000, 10 000 livres de poussée. Il n'y a plus grand-chose qui s'en vient. Le développement est à peu près arrêté parce que les motoristes, eux, ils voient bien qu'il y a des technologies de rupture qui s'en viennent, que les propulsions avec des énergies renouvelables ou avec des nettes diminutions de consommation d'énergie fossile, à partir de 2030, là, ça va être des choses réalisées, réalisables. Donc, on est à un moment charnière de l'aviation et de la motorisation des avions. Pratt & Whitney travaille sur une propulsion hybride qui probablement sera fonctionnelle en 2030 ou aura été démontrée et efficace en 2030. Donc, personne n'a le goût d'investir dans un moteur, une nouvelle gamme de moteurs, pour qu'il soit compétitif. Ben, écoutez, si vous commencez le développement maintenant puis que vous arrivez avec un nouveau moteur dans 3 ans, dans 4 ans, ben, il va être compétitif 5 ans, 6 ans. Ben, ça ne vaut pas la peine. Donc, ça, c'est l'autre gros problème qui fait en sorte que chez Bombardier, ben, on regarde ça et on se dit, oui, mais je vais faire quoi comme nouvel avion? Qu'est-ce que je vais développer? Le développement que doit faire Bombardier en ce moment, là où doit travailler Bombardier en ce moment, c'est sur ses avions, ses structures, son aérodynamique, la portance, le type d'aile. Y a-t-il des choses qu'on peut améliorer de façon significative pour que lorsqu'on aura une nouvelle propulsion, on puisse arriver avec un modèle ou un avion extrêmement compétitif et valable. C'est ça la stratégie de Bombardier. Puis comme à court terme, la compagnie est endettée, ça ne sert à rien de se lancer puis de se garrocher pour développer le remplacement du Challenger 650 alors que tu vas peut-être en vendre 100, 200, gros maximum. Ce n'est pas des investissements intéressants. Ce n'est pas important le revenu que tu vas tirer d'un nouveau Challenger sur 5 ou 10 ans. Est-ce que c'est important d'avoir des avions dans... Est-ce que dans 5 ans d'ici, quand vraiment on va arriver dans les technologies de rupture, est-ce que ça va être important d'investir? La réponse, c'est oui. Et si le plan d'affaires fonctionne de Bombardier, c'est-à-dire que si on est discipliné d'ici 2025, bien, quand ces nouvelles technologies de rupture vont arriver sur le marché, bien là, Bombardier va avoir le ressort et les finances pour lancer ce développement-là et se mettre à jour. Mais à court terme, il n'y a pas d'urgence. Les produits sont bien ciblés, fonctionnent bien. Il y en a qui vont nous dire, oui, mais
regardez, Gulfstream, ils ont le G400, le 500, le 600, le 700, le 800. Ouais, puis je vais vous donner l'exemple d'Embraer qui, avec le Legacy, avait développé 3 modèles. On avait le 450, le 500 puis le 600. Puis avec ça, on avait le plus petit, puis un moyen, puis un plus gros. Puis on était moins cher que le Challenger 350. Puis est-ce que ça a marché? Non. Challenger 350 faisait 50% des parts de marché. Puis Legacy était comme à 15-20%, malgré le fait qu'on avait 3 modèles. Parce que quand tu te tires dans le modèle multiple, comme fait Cessna entre autres, hey, c'est le fun, tu as 75 modèles de Cessna Citation. Ça monte graduellement. Le problème, c'est qu'au lieu de vendre beaucoup d'un même avion, tu fractionnes, donc tu vends moyennement de plusieurs modèles. Tu vends une moyenne quantité de chacun des modèles. C'est pas aussi rentable, c'est pas aussi efficace au niveau de l'engineering. Puis pour les clients, c'est pas ça qu'ils veulent non plus. Regardez les opérateurs de flotte, si on prend l'exemple dans le commercial, ils ne veulent pas avoir 6 variantes de la même avion. Ils en veulent 2, 3 maximum. Regardez ce qui est arrivé avec Airbus. On avait le 319, le 320, le 321. Qu'est-ce qui est arrivé au 319? Tout le monde s'est mis à le bouder. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rentable. Probablement que c'est ce qui va arriver avec le G400. Vous pouvez aller voir dans le 8e épisode, comme je vous l'ai dit tantôt, puis je vais vous le répéter encore. Le G400, dans le fond, c'est une version réduite du G500. Est-ce que c'est nécessairement une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Les opérateurs de flotte, eux, les NetJets de ce monde, puis les VistaJet de ce monde, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent quelques modèles qui, autant que possible, ont tous le même moteur, la même avionique, des pièces communes, parce qu'on veut être capable de les entretenir facilement. Donc, on veut une certaine communalité, puis on veut des avions fiables. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas être obligé de dealer avec 2-3 types d'avions différents, que le type rating n'est pas le même pour d'un avion à l'autre. Ça, c'est compliqué. C'est ce que n'aiment pas les opérateurs de flotte. Et là, écoutez, 400, 500, 600, 700 chez Gulfstream, c'est pas tous les mêmes moteurs, c'est pas il y a des différences dans l'avionique. Donc, c'est pas évident que les opérateurs vont s'intéresser à ça. Et le marché est en train de changer. Les opérateurs la proportion de nouvelles commandes qui vont appartenir aux opérateurs de flotte va être beaucoup plus importante qu'elle l'était avant. Ils deviennent des joueurs très influents dans le marché. Ce sont eux qui vont définir les besoins du marché et ça va commencer à ressembler à des besoins pas sans... ça va commencer à ressembler à certaines spécifications, besoins qu'ont les compagnies d'aviation commerciale, les lignes aériennes, parce qu'on va avoir de l'efficacité. Et c'est ce qu'il faut viser maintenant. Ce n'est pas la quantité d'avions, c'est l'efficacité. Ce n'est pas la quantité de modèles, je veux dire, c'est l'efficacité. Alors voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. J'espère sincèrement que vous êtes allé écouter le 8e épisode. Parce que c'est vraiment... Puis je niaise pas, là. C'est vraiment l'épisode qui explique le positionnement du Challenger 650. Sinon, j'ai terminé. Écoutez, j'ai épuisé mon sujet. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.